Bonjour tout le monde. Je m'appelle Alimatou. Comme elle l'a bien dit, je suis originaire de la Guinée-Conakry. Et malheureusement, c'est le deuxième pays où il y a le plus de filles excisées. Et malheureusement, ça continue. Même hier, j'ai appris qu'une de mes cousines a été excisée. Je trouve que ça n'a pas de sens. Il faut que ça cesse. Et je voulais, à travers cette présentation, montrer l'impact psychologique que continue à avoir l'excision sur de nombreuses femmes. Pour moi, l'excision, au-delà de la mutilation physique, c'est une violence faite à des petites filles pour les empêcher de vivre leur féminité. Avant même qu'elles soient des femmes, on les empêche d'être femmes. J'ai fait passer en revue un peu la situation dans le monde. Ça persiste en Afrique, comme on l'a dit dès le début, en Europe de l'Est, en Amérique du Nord et en Australie en raison de l'immigration. Et en Europe, on compte 500 millions de femmes mutilées. On recense près de 50 000 cas en Allemagne et 60 000 cas en France. L'excision ayant toujours lieu l'été, parce que c'est le moment où les filles vont en vacances dans leur pays d'origine. Et 3 filles sur 10, selon le plan international, dont les parents sont issus de pays où ces pratiques traditionnelles néfastes sont répandues, sont elles-mêmes victimes d'excision. C'est des constats alarmants. En fait, c'est l'ONG Plan International. 200 millions de femmes et de filles vivent aujourd'hui avec une forme de mutilation génitale féminine. Et si les tendances actuelles continuent, 86 millions de filles supplémentaires âgées de 15 à 19 ans risquent elles aussi de subir pareilles pratiques d'ici 2030. Pour moi, c'est des chiffres qui font froid dans le dos. Ça n'a pas de sens avec tout ce qui se passe, toute la médiatisation qu'il y a autour, que les chiffres continuent à être aussi hauts. Il y a un problème quelque part. Dans certains pays, le phénomène de l'excision est en train de prendre une autre tournure. Les exciseuses savent qu'il y a la pression, qu'elles peuvent être dénoncées, donc elles sont plus discrètes, elles se cachent plus pour le faire et les petites filles sont plus en danger. Si avant c'était des sages-femmes qui le faisaient au su de tout le monde, maintenant ça se fait plus en secret. S'il y a une infection, on ne va pas amener la fille à l'hôpital parce qu'on a peur d'être des sanctions. Donc je trouve que c'est un fait inquiétant et qui rend les petites filles plus à risque. Au Canada, bon nombre des femmes et de filles qui sont touchées par les mutilations génitales féminines viennent de pays et de communautés où les mutilations génitales sont habituellement pratiquées. À Montréal, on compte 18 090 femmes et filles d'origine ethnique d'au moins 8 pays où les mutilations génitales sont pratiquées de façon courante. Donc, il y a beaucoup de femmes qui vivent au Canada, qui ont été mutilées et qui vivent au quotidien avec les conséquences de cette mutilation. Les femmes que j'ai rencontrées, ça demeure encore un sujet très tabou. Elles ont de la difficulté à en parler parce que c'est vrai, ça touche non seulement leur intimité à elles, l'intimité de leur conjoint et l'intimité familiale. Et c'est un sujet extrêmement difficile à aborder. Pendant les témoignages, c'était difficile, même pour moi qui recevais les témoignages, c'était difficile d'encaisser tout ça, de savoir que, en fait, l'émotion était palpable et la douleur, quand elle te raconte, c'est que c'est encore vivace. La plupart des femmes ont été excisées aux alentours de 5 à 12 ans, mais elles s'en rappellent comme si c'était hier. Fait que chaque fois qu'elle en parle, elle se replonge dans le moment dans ce moment-ci. Donc, je trouvais ça très intense quand je recevais les témoignages. Et s'il y a un sentiment de honte, beaucoup, elles sont gênées de dire que à cause de l'excision, j'ai telle difficulté. Au contraire, là, certains disaient non, moi ça va, j'ai pas de problème, parce qu'au fond, même si ça va, c'est comme elles ont honte de dire que
J'ai subi ça, je souffre de ça. Donc c'est pour ça que je voulais qu'elle m'en parle, que moi je puisse en parler pour que ensemble on puisse agir et qu'on mette fin à cette brutalité. Avant qu'elle me dise le témoignage, j'ai essayé de savoir un peu, selon leur culture ou leur famille, pourquoi on les a excisés. La première chose qui revenait, c'était surtout pour contrôler leur sexualité. L'excuse qui venait, c'est que oui, si on t'excise, tu vas arriver vierge au mariage parce que tu ne vas pas vouloir coucher avec des hommes. Et après, si tu es marié, tu vas être fidèle. Donc, c'est l'excuse qui revenait le plus. Et l'autre, c'est que c'est des croyances liées à la religion. Et pour beaucoup, ils disaient que oui, c'est recommandé par l'islam, c'est recommandé par la religion, alors qu'il n'y a aucun test religieux qui le recommande. Et l'autre, c'est des mythes, des fausses croyances. Il y a une qui me dit que sa grand-mère lui a dit que si on n'enlève pas son clitoris, elle ne va pas pouvoir mettre sa culotte parce que le clitoris est long comme un bras, que c'est une partie masculine, que c'est désagréable. Donc, sa grand-mère elle-même qui a été excisée, qui n'a jamais vu de clitoris parce que tout son entourage, mais qu'elle répercute cette croyance que les femmes vont continuer à le faire, espérant que c'est esthétique. Si elle ne la lève pas, ça ne va pas être bien pour la petite fille. Et l'autre, c'est le maintien de la tradition. Parce que oui, ma grand-mère l'a fait, ma mère l'a fait, pourquoi moi je ne vais pas le faire? Si je ne le fais pas, je ne transmets pas une identité ou une valeur culturelle à mon enfant. Donc, c'est les séries de fausses justificatives qui revenaient le plus souvent. Toutes les femmes, c'est des femmes qui vivent au Canada et en France pour certaines. Et donc, je vais lire le témoignage. L'impact psychologique, c'est qu'elle a un trouble de l'estime d'elle. Elle dit que j'ai su que j'étais différente lorsque je suis arrivée en France à 18 ans et que j'ai pris une douche avec d'autres femmes. J'ai compris qu'il me manquait une partie de moi. Depuis ce jour, je ressens une honte de me déshabiller devant d'autres femmes. Je ne me considère plus entière. Je ne me considère pas comme une vraie femme. On m'a volé une partie de moi qui ne reviendra jamais. Donc, quand elle m'a expliqué que quand elle était en Guinée, parce que c'est son pays d'origine, et que la plupart des filles sont excisées, donc elle ne se sentait pas différente parce qu'elles étaient toutes excisées. C'est quand elle est arrivée qu'elle a su, ici, l'excision c'est interdit, l'excision n'est pas valorisée, l'excision c'est rien, c'est interdit, qu'elle a senti que oui, ce qu'elle a subi, ce n'était pas normal, et que surtout, elle a vu une différence physique sur le corps des autres femmes. Ça a été un choc pour elle. Elle dit que, comme elle dit dans le témoignage, qu'elle a honte de se déshabiller parce qu'elle sent qu'elle est différente. L'autre, c'est des troubles sexuels pour certaines, et pour souligner que ce n'est pas toutes les femmes, le niveau de... Parce que vu que l'excision, c'est des degrés, donc le ressenti et les conséquences sur le plan sexuel diffèrent d'une femme à l'autre. Donc elle a dit que cette coupure intime m'a éloignée d'une sexualité normale. Ce n'est pas que mon corps qu'on a mutilé, mais une partie de mon âme. On a volé ma sexualité. Je me poserai toute ma vie l'éternelle question, comment cela aurait été si on ne m'avait pas enlevé ce bout de moi? Je ne songe pas à me faire réparer. J'aurais l'impression d'être mutilée à nouveau. Parce qu'après, on a parlé de la réparation. Je lui ai dit que oui, ça existe, ça peut être plein de choses. Elle a dit non, elle n'imagine pas aller subir encore une autre opération, elle se fait à l'idée qu'elle n'aura pas de plaisir, que sa vie, c'est une fatalité. Un autre témoignage sur les troubles sexuels. Elle dit qu'elle n'a jamais eu d'orgasme. J'ai toujours considéré le sexe comme une façon de satisfaire mon mari et avoir des enfants. Je ne ressens aucun plaisir au moment de faire l'amour. Maintenant que je comprends que cela est dû à l'excision, je trouve cela terrible. On m'avait dit que l'excision est une étape pour devenir une femme.
mais je me souviendrai toujours des 4 femmes qui m'ont tenue durant l'excision et la peur et le sentiment d'abandon que j'ai ressenti. Donc, ça, c'est les cas qui reviennent le plus souvent, que les femmes, celles qui veulent bien en parler, dans les cercles, des petits cercles restreints, c'est la difficulté. La plupart, elles font l'amour pour avoir des enfants. Elles ne ressentent aucun plaisir. Et ça, moi, je trouve que c'est terrible que de toute ta vie, jusqu'à ta mort, tu es un objet sexuel pour un homme, que tu es là pour satisfaire un homme, que toi, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de... C'est toujours l'autre. Ça, je trouve que avant même qu'on devienne femme, c'est une violence inouïe, un contrôle inouï sur la femme et tout ça pour les hommes, en gros. Et ça, c'est le témoignage qui m'a le plus bouleversée. C'est une femme, elle dit que 3 mois après son mariage, qu'elle n'arrivait pas à avoir de relations sexuelles. Elle est allée consulter une gynécologue pour comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. C'est là qu'elle a découvert qu'on l'avait infibulée. Elle n'en revenait pas et j'étais choquée et anéantie. Le pire, c'est que ma mère non plus ne savait pas pour l'infabulation. Elle n'a jamais vérifié. J'ai dû être opérée pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec mon mari. Cela m'a profondément traumatisée. J'ai l'impression d'avoir été mutilée 2 fois. Je ne pardonne pas à ma mère de m'avoir infligé pareille torture. Moi, j'étais étonnée de savoir que sa mère n'était pas au courant. Parce que ce que j'ai compris, que dans la plupart des femmes qui ont été excisées, c'est presque jamais la mère. C'est la voisine, la grand-mère, la belle-mère qui viennent prendre les petites filles pour le faire. Donc, dans son cas, c'est sa grand-mère qui l'a amenée chez l'exciseuse. On l'a excisée. Sa mère, après, a su, mais n'a jamais vérifié qu'est-ce qu'on lui a fait. Donc, après son mariage, ça ne marchait pas. Là, elle a vu qu'elle était complètement fermée. Donc, heureusement qu'elle était en France. On l'a opérée là-bas. Mais elle ressent encore, quand elle me parlait, elle tremblait. Parce qu'elle dit que toute sa vie, c'est une femme déjà qui se battait contre l'excision. Pour elle, ça n'arrivait qu'aux autres, pas à elle. De sentir qu'elle vivait avec ça, elle faisait partie de ces cas extrêmes, de ces cas rares, elle se sentait anéantie et qu'elle ne pardonne pas à sa mère. Elle dit, oui, sa mère tu peux ne pas être au courant, mais au moins vérifie ce qui a été fait. Vérifie qu'on aurait pu m'enlever tout, tu n'étais pas au courant. Donc, elle, c'était vraiment intense et je pense que je lui ai demandé si elle a pensé consulter, voir un spécialiste. Elle dit que même, c'est parce qu'on a une relation de confiance particulière qu'elle en parle, qu'elle veut ne pas parler de ça, qu'elle veut oublier, qu'elle ne peut pas oublier, mais qu'en parler, c'est tous les jours, c'est rouvrir la plaie. Donc, pour terminer, je veux dire, si j'ai pris ces témoignages et que je voulais en parler, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et que je trouve qu'il faut qu'on brise les tabous, il faut que les femmes qui ont subi ça en parlent. Parce que si au-delà du fait physique, on parle beaucoup de l'hémorragie, de la mort après, une femme qui n'a pas subi tout ça, on pense que c'est correct, c'est juste physique. Donc si elle n'en parle pas, ça ne va pas aider d'autres petites filles. Peut-être en parlant, en disant que oui, tu sais, on m'a excisée. Depuis qu'on m'a excisée, ma vie sexuelle, elle est comme ça, ma vie est comme ça va dissuader d'autres personnes. Donc, agissons. J'espère que à travers les activités comme ça, qu'on pourra trouver des solutions pour qu'aucune petite fille, aucune femme n'ait à subir pareille violence. Merci.